dans ce bref entretien que je pourrais avoir la possibilité de partager avec vous quelques de mes expériences et de m'enrichir aussi de vos expériences et de vos questions pour un meilleur regard à l'avenir. Donc, d'une manière générale, l'ambassadeur est appelé à être un bon généraliste, à mon sens, à travers sa possession d'une vaste culture générale. Il doit déjà, de part de son expérience, surtout en étant un diplomate de carrière, d'avoir des réflexes qui le mènent à agir et à réagir dans une certaine situation avec beaucoup de sang-froid et de maîtrise de la situation. C'est très important de maîtriser la situation là où on est. Aussi, il est utile pour un ambassadeur d'être au courant des développements culturels, économiques, politiques qui se trouvent, même technologiques, qui se trouvent dans le monde et dans le terrain où il est amené à représenter son pays, afin de s'insérer dans un modèle qui puisse le mener à mieux conseiller son État et mieux interagir entre son État et l'État dont il est accrédité. Aussi, nous, en tant que diplomates ambassadeurs, on est confrontés à une hyperinflation d'informations, donc, et aussi à une course de l'information avec les journaux et la presse et le social media. Donc, il faut vraiment nous agiter, il faut vraiment chercher à trouver les bonnes nouvelles, les vraies nouvelles, faire des bonnes analyses et pouvoir aussi prendre un reflet de ce qui se passe pour mener à mieux sa mission et pour pouvoir donner des réponses adéquates à une situation ou à un état actuel de choses. D'accord, merci. Et du coup, comment les pratiques et les codes diplomatiques diffèrent en fonction des pays? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que ces pratiques sont les mêmes? Comment l'ambassadeur aussi peut à aller dans le pays où il est affecté? Oui, donc voilà. Ce qui régit notre travail, normalement, c'est la Convention de Vienne pour les relations diplomatiques de 1963. Et ça régit notre champ d'action et il se veut que le pays d'accueil possède parfois une vision large ou restreinte des immunités et privilèges diplomatiques. Donc, dans ces sens, également, les protocoles et les coutumes sont diverses d'un pays à un autre. En Russie, par exemple, le président vous reçoit dans une audience pour une dizaine de minutes, mais 2 fois par an, il reçoit une quinzaine d'ambassadeurs. En Belgique, la séance de présentation de lettres de créance, par exemple, est majestueuse. D'autre part, il s'agit de se familiariser toujours avec la culture du pays, également étudier les liens historiques qui tissent nos liens communs entre l'État accréditant et accrédité. Donc, il faut toujours se prémunir des vecteurs solides, de connaître l'histoire, l'art de pays là où on va être posté, et puis permettre à comprendre la dynamique interne, je dirais, d'un certain pays. Parfois, c'est une dynamique qui est rapide, dans d'autres, c'est plus calme, les événements prennent du temps. Donc, c'est au cas par cas. Mais il faut toujours c'est prémunir ou bien éviter les réflexes pavloviens, comme on dit. D'accord. Et enfin, quelle autonomie et liberté d'action vous disposez vis-à-vis du gouvernement que vous représentez, donc en l'occurrence le gouvernement libanais? Vous savez, la liberté d'action et la marge de manœuvre d'un ambassadeur ou d'un diplomate dépend d'un pays à un autre, dépend d'une administration à une autre, et dépend d'une situation à une autre aussi. Donc, par exemple, dans ma mission de représentation, je crois que par exemple, l'autonomie et la liberté d'action pour moi se retrouvent dans la citation de Saint-Simon qui dit que les vérités ne sont point vraisemblables. Et dans ce cadre-là,
nous tranchons dans le réel pour saisir le vrai sens du Liban. Plus précisément, si il y a une situation qui appelle à votre bon sens de jouer un certain rôle, vous le faites. Et donc là, votre marge de manœuvre sera plus large. Par exemple, dans ma situation aujourd'hui, l'assistanat que je dois porter au Liban, qui se trouve dans une situation de crise, par exemple. Voilà, j'agis d'une certaine façon dans mon ambassade. Un ambassadeur du Liban dans un autre pays agira d'une façon différente. Le résultat, c'est toujours le résultat qui compte, bien sûr, mais compte tenu de la situation, et je pense que votre administration va, et il faut tenir aussi compte des critères qui ont été posés par votre administration pour aller de l'avant. Et voilà, comme je vous ai dit, à mon avis, c'est le bon sens qui doit régner. Oui, merci. Alors, lors de votre carrière, y a-t-il eu des moments diplomatiques, des rencontres ou des crises qui vous ont marqué? Vous savez, chaque mission a son lot de crises. Et en fin de compte, le rôle de diplomate, c'est ça qui forge un diplomate, c'est ça qui nous forge, c'est ça qui fait de nous une carrière, un carriériste. Et c'est pas seulement dans la diplomatie, c'est dans n'importe quel autre métier. Ce sont les crises vraiment qui font de vous ce que vous allez être dans 10, 15 ou 20 ans de votre carrière. Et donc, il est toujours important, comme je dis au début de cette intervention, de garder un sang-froid, de pouvoir faire une réflexion assez profonde de la situation. Je vous donne quelques petits exemples. En Russie, par exemple, c'est la crise jetée en 2011, donc c'était la crise du changement des révoltes arabes qui ont eu lieu dans le monde arabe et les changements des régimes. Et très proche à nous, c'était la crise syrienne, donc qui a commencé à frapper à nos portes avec toutes les implications de cette crise sur les Liban. Il fallait suivre les développements avec ma capitale, Moscou, préparer ma capitale au niveau politique et même sécuritaire des retombées qui pourraient arriver au Liban, parce que, comme vous savez, la relation entre la Russie et la Syrie était bien imbriquée, donc ils comprennent très bien la situation. Dans un autre poste en Iran, c'était toujours l'extension de la crise syrienne, mais là, on commence avec le volet de l'extrémisme de Daesh, de l'organisation de Daesh. Et donc, là, c'est un autre mode. Ça devient plus aussi sérieux, mais très dangereux par rapport à nous, par rapport à notre mode existentiel, que ce soit en Irak, que ce soit même en Syrie, qui était en guerre déjà, en crise, et même au Liban. Et donc, la sécurité de notre pays est en jeu. Là, même Daesh était à 40 km de frontières iraniennes, donc on sentait que ça commençait même à bouillonner à Téhéran. On ne savait pas l'ampleur, l'amplitude, la force de ce groupe armé. Donc c'était une crise où j'ai vu comment on peut la gérer, et j'ai bien sûr transmis à ma capitale quels sont les réflexes, les réactions du pays. Dernièrement, à Bruxelles, c'est la crise actuelle qui traverse le Liban, c'est pouvoir manier avec les autorités de Bruxelles pour pouvoir générer plus d'aide humanitaire, pour pouvoir expliquer la différence entre l'assistanat qui revêt du cachet humanitaire, socio-économique et l'assistanat pour le développement, parce que bon, cela est plus attaché aux réformes, etc. Donc, c'est ça la gestion de crise, c'est comment pouvoir vraiment arriver à dialoguer aussi, à trouver les bons repères et les bons réflexes, et aussi à communiquer d'un côté comme de l'autre, et à pouvoir porter les bons messages de part et d'autre. Alors, Bruxelles est la deuxième ville au monde avec le plus de diplomates et d'ambassades.
À cela s'ajoute l'effervescence des institutions européennes. Avez-vous eu une expérience diplomatique différente à Bruxelles par rapport aux autres villes où vous avez travaillé? Oui, oui, parce que en fait, Bruxelles, c'est une capitale multipolaire. D'abord, c'est la capitale de l'Europe. Donc là, on a le cachet multilatéral. Aussi, c'est la capitale de sécurité mondiale. C'est la capitale de l'OTAN. Et donc, dans ce cadre-là, on a toutes d'autres instituts qui ont attrait à la préservation de la sécurité des pays de l'OTAN et même au-delà, et des opérations de l'OTAN chez nous, au Moyen-Orient, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, c'est une étape diplomatique assez importante pour tout diplomate. Et dans cette capitale, j'ai réalisé que toute action qu'on peut entreprendre est une succession des petites habiletés d'ici, de là. Et donc, aussi, la différence de cette capitale est que on doit toujours être testé et tester aussi le contexte européen et le fait qu'il y a le contexte européen et les États membres. C'est dans cette dimension multilatérale. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Au début de l'année passée, nous avions eu une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères européens et arabes afin de construire pour la première fois un sommet arabo-européen qui, en fin de compte, s'est tenu à Sharm el-Sheikh. C'était le premier sommet européen-arabe. Mais pour arriver à ce sommet, nous étions amenés à discuter un document qui devait sortir au début par les ministres des Affaires étrangères et ensuite par le sommet. Malheureusement, on n'a pas pu faire sortir ce document au niveau du ministre des Affaires étrangères parce qu'on s'était accordé avec la Commission sur ce document. Cependant, quand on est arrivé avec les États membres, un des États membres a refusé. C'est le cas aussi, plus pour rentrer plus dans le sens de l'Europe, c'est le cas aussi dans le cadre européen. Donc, par exemple, on a une situation où aujourd'hui, il y a le cadre financier pluriannuel de 2021-2027 qui est en train d'être discuté à Bruxelles, où le Parlement a ratifié un accord, je ne sais pas si c'est intérimaire, afin de le proposer aux États membres. Et dans ce cadre aussi, il y a deux États membres de l'Union européenne qui refusent, ou qui encore ont font obstacle. Donc c'est un champ de travail très intéressant et multifacette, si j'ose dire. Alors, je conclure cette partie sur le rôle de l'ambassadeur aujourd'hui. Quelles sont, selon vous, les vertus nécessaires à tout diplomate et au contraire les écueils à éviter, notamment pour les étudiants qui souhaitent travailler dans la diplomatie? Je pense qu'un diplomate doit être armé de bon sens. Un diplomate doit être objectif. Un diplomate doit faire toujours une réflexion par rapport à son travail. Il doit être totalement orienté dans son travail. C'est un travail de 24/7. C'est pas que je travaille de 9h jusqu'à 5h et puis je file à la maison. Non, c'est un travail heureusement et malheureusement en continu. C'est un travail donc qui nécessite énormément d'implication et je l'ai dit, d'objectivité. Les déboires, les limites, je dirais, pour un diplomate, il faut accepter de prendre sa responsabilité aussi, parce qu'il y a des erreurs qui vont être faites, des erreurs du jugement, des erreurs d'appréciation, d'analyse, des erreurs dans des rapports, par exemple. Je me suis fié à une source
Et cependant, cette source n'était pas une source fiable, donc j'ai induit quelque part mon pays en erreur. Donc il faut toujours avoir plusieurs interlocuteurs pour faire sortir un rapport de bon contenu, l'attacher à la situation actuelle des choses. Aussi, il faut éviter la langue de bois, à mon avis. Les diplomates parfois sont connus d'une certaine façon qu'ils pratiquent la langue de bois, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas se duper, excuse-moi l'expression, l'un à l'autre. Il faut être vraiment sincère avec la situation là où on est, et bien sûr dans le respect de nos critères, de nos valeurs, de nos jugements et de nos instructions aussi, et de nos règles de travail. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va passer plutôt sur la géopolitique et notamment le rôle et les implications de l'Iran et de la Russie au Moyen-Orient. Alors, on peut se poser la question du rôle de l'Iran au Moyen-Orient. Alors, depuis le début des années 2000, beaucoup de dirigeants arabes et occidentaux, notamment le roi Abdallah, ont qualifié la politique étrangère de l'Iran d'expansionniste. Ils mettent notamment en avant l'idée d'un arc chiite politique qui irait de Téhéran à Beyrouth. Quelles sont les réalités derrière ce prétendu concept? D'accord. Donc, dans la région, il y a beaucoup d'arcs. Donc, il y a l'arc chiite, il y a aujourd'hui, on entend un nouveau concept qui est celui de l'arc néo-ottoman. Donc, je ne sais pas combien ça peut cela traduire les réalités qui règnent dans notre région. Iran, comme tout autre acteur régional, doivent avoir leur place. La Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte et d'autres pays ont leur place de juste valeur dans cette région du monde. Et cependant, ce fait aussi implique des influences de ces pays dans la région qui ne sont pas souvent, je veux dire, à équidistance par rapport à une situation. Donc, il y a un conflit. Et ces pays payent le prix de ce conflit, aussi les pays visés de l'influence iranienne, turque, saoudienne ou autre, ou égyptienne, ou je ne sais pas, n'importe quel autre, vont payer le prix de cette influence. Et donc, le rôle des grands secteurs extérieurs, le rôle des grands pays comme la France, comme l'Union européenne, comme la Russie, comme les États-Unis d'Amérique, est de pouvoir temporiser ces conflits, ces influences, au lieu de les attiser. Et il y a eu beaucoup de tentatives. Pour la région, comme vous savez, il y a eu la tentative de JCPOA, l'accord nucléaire connu par le nom de JCPOA. Donc, dans ce cadre-là, vous avez vu que cet accord a été mis en place en 2016, en juillet 2016. Et puis, quelques mois plus tard, nous avons vu qu'un des pays signataires s'était retiré de cet accord et le fonctionnement de cet accord même n'a pas pu opérer. L'instrument, bien que l'Union européenne a eu toute la volonté de vouloir continuer pour pouvoir faire opérer cet accord à travers l'instrument Instex, cependant, ça n'a pas pu avoir lieu. Bien sûr, ce qui a motivé cet accord nucléaire, c'était d'abord pour arrêter la course à l'armement nucléaire et pour servir d'exemple non seulement pour la région, mais pour le monde, et aussi pour que ce soit un instrument de sécurité, de stabilité, d'exemple, pour pouvoir amener à trouver d'autres exemples de dialogue et de compromis régionaux.
malheureusement, la situation est ce qu'elle est maintenant. Cependant, j'espère avec les changements qui ont eu lieu récemment qu'on pourra revisiter cet accord parce que je sais que c'est la volonté de beaucoup de partenaires de revoir cet accord pour la juste cause, la bonne fin de cela. Et cela aura de retombées dans la région, j'espère. Et il y a beaucoup d'idées d'ailleurs qui sont discutées. Et donc, voilà, on est confronté à ces influences et ça menace la démocratie de nos pays, l'existence même parfois. Alors, comme vous l'avez dit, de nombreuses puissances émergent au Moyen-Orient, et notamment la Russie, qui au début du XXIe siècle était quasiment absente de la région. Aujourd'hui, le président Poutine entend faire de la Russie une alternative aux États-Unis, notamment sur la scène syrienne. Comment peut-on interpréter cette montée de la Russie au Moyen-Orient, mais aussi d'autres puissances? Voilà, donc par rapport à la Russie a été présente au Moyen-Orient, pas au Moyen-Orient, mais la Russie a repris ce caractère de force, si vous voulez bien, depuis une vingtaine d'années, parce qu'il y a un président qui est M. Poutine qui est au pouvoir depuis 20 ans, donc il a pu à travers le temps, à travers ses connaissances, ses réflexes, stabiliser son pays et balancer ce qui concerne, ce qui lui, il considère comme une sorte d'expansionnisme de l'OTAN, de l'Union européenne vers l'Europe de l'Est et au-delà. Donc l'exemple ukrainien et l'exemple récent de la Biélorussie, ce qui se passe en Biélorussie, en témoigne. En Syrie, il protège d'abord un allié, puis un concept. L'allié, parce qu'il y a une alliance qui lie la Russie à la Syrie depuis 30, 40 ans, même plus. Et le concept est qu'il se considère que la Russie se considère trahie par la résolution onusienne concernant la Libye, quand il y a eu la résolution concernant le no-fly zone, et là où il y a eu une offensive sur ce qui restait du régime libyen dans le temps. Également, le fait que les États-Unis sont en train de se retirer partiellement de cette zone où là du Moyen-Orient constitue une opportunité pour la Russie. Aussi, la question de l'énergie est en plein et dans le plan de cette stratégie russe. Par rapport au changement des priorités américaines et sur la scène internationale, aussi le fait que les États-Unis se focalisent plus sur la Chine, ce serait aussi une des opportunités pour la Russie d'aller vers le devant. Donc, mais ma question est, est-ce que la Russie peut remplacer les États-Unis dans le cachet mondial, dans la construction mondiale? Non, parce que grande force militaire, connaissances technologiques, puissance économique, politique, amitié qu'elle a tissée depuis des dizaines d'années avec la région et le monde. Et d'ailleurs, le cachet transatlantique est très important dans les messages des félicitations des 3 présidences européennes, du président du Conseil, du président de la Commission, du président du Parlement. Tous les 3 ont signalé le fait qu'on veut renforcer ce cachet transatlantique. C'est pour cela que toujours l'Amérique sera là et sera importante dans la région et au-delà. Alors, sur la Syrie, comme vous l'avez rappelé, la Russie aide son allié qui est l'État syrien, et c'est notamment allié à l'Iran. Oui, allô? Oui, pardon, j'étais éjecté de votre groupe. Oui. Ah oui, normalement, c'est bon maintenant. Ah oui. Alors, je répète ma question.
sur la scène syrienne, comme vous l'avez rappelé, la Russie aide son ancien allié qui est l'État syrien et s'allie notamment à l'Iran dans ce cadre syrien toujours. Cependant, les intérêts de la Syrie les intérêts de la Syrie, de l'Iran et de la Russie peuvent parfois diverger. Comment peut-on interpréter cette alliance, notamment à moyen et long terme? Bien. Vous savez, il y a des moments d'histoire où on peut être ami, on peut être ennemi. Cela dépend. Et il y a 200 ans, par exemple, ou bien même plus récemment dans l'histoire moderne, la Russie occupait une partie du territoire iranien. Il y avait une guerre entre les deux dans le XVIIIe siècle et au-delà. Mais ce sont, comme Churchill dit, ce sont les intérêts toujours qui priment. Et donc aujourd'hui, il y a les intérêts qui priment pour les deux nations, et la Syrie est une zone de convergence par rapport à eux, parce que de façon sécuritaire, tous les deux pays se considèrent menacés par la crise syrienne et ce qui peut advenir à une autre Syrie qu'ils l'imaginaient. Comme vous savez, la Syrie et l'Iran ont une alliance très forte depuis le début de la révolution. La Russie, comme je dis, est là depuis une quarantaine d'années. Donc là, c'est une zone de confluence. Aussi, il y a le fait qu'il y a des équilibres quand même à tenir entre les deux, et donc un partage d'influence, ce qui est normal. Mais il y a d'autres zones qui peut-être, ou bien d'autres secteurs où la Russie et l'Iran ne voient pas sous le même œil. Par exemple, dans le secteur d'énergie. Donc, le gaz russe et le gaz iranien, bien sûr que là, il y a une compétition quelque part, si jamais dans le cas où l'Iran sera à exporter son gaz de nouveau, ou son pétrole d'ailleurs. Oui. Alors maintenant, on va passer au rôle du Liban au Moyen-Orient, et notamment au rôle du Liban qui est une pièce de résonance des conflits. Alors, je laisse la parole à Salomé. Dans un Orient compliqué, pour reprendre les termes de Gaulle, le Liban a longtemps été le théâtre d'ingérence et de combats d'influence syrienne, iranienne, israélienne, voire aujourd'hui même turque. Et donc, ma question est quel sens pouvons-nous donner à la neutralité libanaise, et quel rôle le pays pourrait-il potentiellement endosser? D'accord. Moi, je vois ce concept de neutralité, en fait, est un concept ancien depuis la création du Liban, que ce soit en 1920 ou en 1900, ou bien quand les forces mandataires, la force mandatrice du Liban est sortie, la France, en 1943. Quelque part, on a réussi, quelque part, on n'a pas réussi. Ce concept est revenu à nouveau avec le patriarche maronite dernièrement. Son idée de base est que la neutralité aille dans les deux sens. Ça veut dire que moins d'influence étrangère au Liban et moins d'implication des acteurs internes du Liban dans les conflits avoisinants. Donc, à mon avis, que plus une région sera stabilisée dans ces conflits, plus une paix juste et durable, par exemple, pour le processus de paix du Moyen-Orient concernant la situation entre Israël et Palestine, si le JCPOA sera de nouveau mise dans le rail, le bon acheminement, si d'autres conflits régionaux seront apaisés, le conflit entre la Turquie, Chypre et Grèce et l'Égypte, voilà, on revient au croissant ou bien à l'arc. Donc dans ces combats des arcs, si on peut un petit peu apaiser ces tensions, là on peut avoir un bon rôle pour la neutralité
libanais. Et donc, il faut, à mon sens, retourner au fondement du droit international public et définir des projets multilatéraux crédibles pour la région. Dans ce sens, pour nous, il s'agit de renforcer la globalité démocratique en renforçant les institutions étatiques libanaises pour qu'elles puissent renforcer tous les systèmes dans un sens de bonne gouvernance, pas de corruption. Société civile jouerait un rôle aussi important, où la voix du peuple sera plus entendue. Donc, consolider la sécurité et la sûreté de l'État libanais sera un aspect très favorable dans l'objectif de cette neutralité. Et donc, on pourra, nous, à notre sens, jouer un rôle positif dans la région. C'est ce qu'on veut, en fait, retourner à cette diplomatie ancienne, là où le Liban jouait son rôle positif pour temporiser les conflits, et surtout dans un monde où on en a besoin. Merci. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la création au Liban de l'Académie de l'homme pour la rencontre et le dialogue. Donc, quel rôle le Liban, qui pourrait être vu comme un pays message, pourrait-il jouer dans le cadre du dialogue entre l'Orient et l'Occident ? Voilà, donc ça, c'est un exemple concret où la neutralité du Liban pourra venir à l'aide. Et donc, dans le concept, je me rappelle toutes les ambassades libanaises et puis notre mission permanente à l'ONU a travaillé afin que ce concept soit accepté, endossé par les Nations Unies avec une grande majorité de voix, parce que c'est un message en fait de paix et en fait, pour nous, ce serait l'équivalent d'un centre international permanent pour répandre les valeurs de tolérance et d'acceptation de l'autre. Donc, c'est un projet qui a été lancé il y a 3 ans, en septembre 2017, parce qu'on voit le monde actuel en besoin de dialogue, en besoin de rencontres avec les différents protagonistes. Et en dépit de la mondialisation qui a pour objectif de rapprocher les civilisations, les cultures et de faire de notre planète une petite village, cependant, ce n'est pas le cas. Et on assiste à une montée d'extrémisme et de fanatisme. On le voit dans les rues de France, on le voit en Autriche, on le voit chez nous au Moyen-Orient. Donc, parfois, la mondialisation a un effet contraire et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait sortir ce projet. C'est un projet contre la violence, si vous voulez. Et donc, on voit notre rôle, comme je dis, un rôle de renouer avec notre mission de base, de rencontre, d'apaisement, de dialogue, pour surmonter la tentation d'extrémisme, de fanatisme. Et on veut mettre à la lumière notre héritage, parce que le Liban est un pays divers, des diverses communautés, de dialogue, de culture, qui veut promouvoir l'échange intellectuel, culturel, économique et autres dans la région et dans le monde en général. Vous êtes muté. Merci. Alors, maintenant, nous allons parler de la crise au Liban et plus particulièrement de l'implication de l'Union européenne dans la crise libanaise. Alors, le 4 août dernier, une petite explosion au port de Beyrouth ravage une partie de la capitale libanaise. Immédiatement, l'Union européenne se pose en premier donateur pour le pays du Cèdre. Alors, en tant que chef de mission du Liban auprès de l'Union européenne, comment qualifieriez-vous les relations entre le Liban et l'UE? D'accord, donc cette explosion, bien sûr, c'est une grande tragédie qui a survenu à mon pays, à ma capitale, et ça a eu des retombées énormes, néfastes, terribles de façon humanitaire, dans le côté humanitaire et aussi dans le côté
économique, socio-économique du pays. Et donc, nous avons perdu plus que 200 à 300 martyrs et nous avons aussi 6000 à 6500 martyrs vivants, dans le sens où ce sont des gens qui ont des plaies, qui ont des blessures, non pas seulement des blessures corporelles, mais aussi des blessures psychologiques. Tout ça s'ajoute à une situation où le Covid encore malheureusement règne dans la région, chez vous, chez nous, partout. Et donc, ce n'est pas facile de traverser ce drame. L'Union européenne nous a beaucoup aidés. L'Union européenne, je veux dire, l'Union européenne et ses États membres, dont la France, bien sûr, ont été les premiers présents chez nous. Ce sont nos amis. Il y a eu beaucoup d'émoi, beaucoup de compassion, beaucoup d'assistance. Et c'est ça qu'on appelle, à ce que cet assistanat soit toujours présente, à ce que ces valeurs profondes de collaboration entre nous et vous, et l'Union européenne, persiste pour pouvoir traverser cette tragédie. En fait, c'est cette amitié qui nous a quelque peu consolés. C'est cet émoi humanitaire mondial, mais surtout européen, qui nous a consolés, nous a laissé à vouloir aller de l'avant dans cette situation. Oui, alors, le partenariat entre le Liban et l'Union européenne s'inscrit dans la politique de voisinage. Comment ce partenariat, qu'on appelle Euromed, agit-il concrètement? D'accord. Donc, vous savez, il y a un partenariat, donc il y a le niveau bilatéral et le niveau d'assistanat, d'aide lié aux crises régionales. Donc, et aussi, il y a le partenariat au sens multilatéral du terme dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Donc, dans le cadre bilatéral, nous travaillons et nous attendons avec grande impatience le nouvel instrument européen d'assistance qui vise à unir toutes les politiques d'assistance extérieure de l'Union européenne. Ça s'appelle le programme NDC. Donc, qui puisse réserver, on espère qu'il puisse réserver une part substantielle pour le Liban. Surtout que le Liban aujourd'hui est dans une situation où il y a une absence d'accord avec le Fonds monétaire international, il n'y a pas d'assistance budgétaire et ni d'appui budgétaire. Donc, c'est un instrument d'où on compte beaucoup. Bien sûr, dans ce cadre-là, notre accord de partenariat date de l'an 2006, si je ne me trompe pas. Donc c'est un partenariat ancien, bien sûr. Il y en a des bons côtés dans ce partenariat. Il y a des côtés où on voudra améliorer, par exemple, le grand déficit du commerce extérieur. On exporte 300 millions d'euros. On importe pour la valeur de 2,7, 2,8 milliards. Donc ce déficit énorme implique qu'on a une fuite, pas une fuite, mais oui, une fuite de capitaux et de la devise forte qu'on ne peut pas remplacer. Et pour cela, cela cause des grands problèmes fondamentaux et structurels dans les budgets de l'État et dans les valeurs de son commerce extérieur. Aussi, de côté d'assistance au sens plus large par rapport à la crise syrienne, les retombées de la crise syrienne, on a et l'urgence de la situation, on a le Fonds fiduciaire Madad qui répond à la volonté de l'Union européenne et ses États membres de secourir les déplacés syriens au Liban et aussi d'aider les communautés hôtes à ces déplacés et afin qu'on puisse avoir une certaine résilience par rapport à cela, parce que ça coûte, parce que c'est un poids lourd et difficile pour nous à payer tout seul. Et nous, toujours, on appelle à ce qu'il y a un équilibre d'efforts de part et d'autre, de l'Union européenne et aussi du Liban, de la Jordanie, de la Turquie, de l'Égypte, de l'Irak. Et
plus d'engagement courageux, à notre sens, est demandé, plus de moyens financiers sont demandés dans ce cadre-là pour mitiger les répercussions de la crise syrienne sur le plan au moins humanitaire, parce que ça demeure une tragédie vivante, ces réfugiés. Également, comme je vous ai dit, nous coopérons dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, et là, dans ce cadre-là, c'est un concept qui est lancé par la France en 2008, comme vous savez bien, lors du sommet de Paris pour la Méditerranée. Et c'est l'organisation qui est destinée à renforcer le partenariat euro-méditerranéen et pour rappeler aussi le processus de Barcelone de 1995, d'ailleurs qui va très, très bientôt fêter ses 25 ans. On a d'ailleurs une rencontre le 27 novembre à Barcelone, même au niveau virtuel, mais quand même, c'est une rencontre pour commémorer cette 25e anniversaire. Oui, alors la France et l'Union européenne ont notamment plusieurs fois réitéré leurs exigences contre l'assistance qu'ils donnent au Liban. Quelles sont les exigences de l'Union européenne et de la France vis-à-vis du Liban en matière économique, politique? Quelles réformes sont-elles attendues du Liban? Et quels sont les obstacles politiques à leur mise en place au pays du Cèdre? D'accord. Donc, vous savez, le président Macron a été au Liban 2 fois. Le président Macron a mis un plan pour le redressement de la situation au Liban. Les partis politiques libanaises, toutes ont été très favorables à cette initiative. Cependant, quant à la conformité, c'était autre chose, malheureusement. Jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'entente nationale. Comment former un gouvernement, comment aller de l'avant par rapport à ce plan. Les relations entre la France et le Liban sont ancrées vraiment dans l'histoire, dans la culture, et c'est réciproque. La communauté libanaise aussi en France joue un rôle important. Et donc, le Liban et la France veulent réciproquement jouer un rôle positif pour eux et aussi pour la région. En ce qui concerne les réformes, c'est pas facile d'entamer ces réformes. Comme vous savez, même au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, il y a des pays qui sont appelés à se réformer. Et ce n'est pas une chose facile pour plusieurs raisons. Parfois, on n'y arrive pas dans un calendrier fixé, voulu par des instances ou des institutions financières. C'est là, bien sûr, en ce qui nous concerne par rapport à ces réformes, c'est le fait que le système libanais a des problèmes structurels et aussi des conceptions historiques et des mentalités qui ont besoin d'être secouées un petit peu. Aussi, il y a une mauvaise gouvernance dans ce système et quelque part une incapacité institutionnelle de digérer ces réformes et de digérer l'assistance qui devrait suivre pour mettre en place un nouveau système. Tout ça, ce sont une situation qui mène au fait que les réformes n'est pas une chose facile à entreprendre. Bien sûr, aussi, il manque la volonté politique. Et donc, quand cette volonté politique sera présente, ces réformes vont pouvoir prendre lieu. Et notre situation économique et financière pourra être dans une situation bien meilleure. Pour rebondir donc sur la relation franco-libanaise, les visites récentes donc, du président Macron à Beyrouth ont pu être qualifiées à l'étranger de néocoloniales. Pourtant, donc, au Liban, cette polémique est inexistante.
Donc, est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin sur la relation franco-libanaise qui est si particulière? Comme je dis, la relation franco-libanaise est une relation qui est vraiment ancrée dans l'histoire. C'est en 1920 que la France a voulu contribuer à la création du Grand Liban. Donc, et on a fêté l'anniversaire, le centenaire du Liban en 2020. C'est une des raisons, en fait, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est une des raisons pourquoi M. Macron est revenu une deuxième fois à Beyrouth. C'est pour commémorer cet anniversaire. C'est un jour historique, c'est une contribution et une réussite diplomatique française depuis 100 ans pour le pays de Cèdre, qui a amené à mettre en place, à aider à mettre en place un pays qui a beaucoup des atouts dans la région. Donc le Liban, les Libanais, les poètes libanais qui sont à la base de la Renaissance arabe, la diversité religieuse libanaise, la vie culturelle du Liban, tout ça a été amplifié, si vous voulez bien, par cette amitié franco-libanaise. Et comme je vous ai dit avant, il n'y a pas de politiciens libanais, effectivement, qui se sont interposés ou qui n'ont pas accepté cette initiative française qui était vue du bon œil. Et d'ailleurs, un émissaire français, il y a quelques jours, est venu à Beyrouth pour essayer de voir l'état de lieu de la situation. Et donc notre coopération continue, c'est une très forte coopération entre la France et le Liban, et j'appelle à travers vous à ce que la France ne lâche pas le Liban, parce que cela va avoir des conséquences néfastes. Et pour nous, la France est une lumière d'espoir, de rayonnement, et un modèle aussi. Mais pourtant, un des obstacles qui est souvent cité et qui l'a même été par le président français est le confessionnalisme, qui est donc inscrit dans la Constitution. L'abolition progressive de ce système est pourtant restée lettre morte. Pourtant, de nombreux intellectuels libanais ont pu défendre la nécessité de la représentation confessionnelle à distinguer du confessionnalisme. Qu'en pensez-vous? La question confessionnelle libanaise est dans le sens du Liban même, de la création du Liban. Donc, les pères fondateurs, que ce soit français ou libanais ou ensemble, qui ont créé un système qui puisse rassembler toutes les composantes de la nation libanaise, au-delà du facteur démographique propre à chaque communauté. Et donc, c'est considéré à tort comme le Liban de base de la démocratie. En ce sens, le Liban est avant-gardiste. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais question de la majorité au Liban, mais c'est toujours l'inclusion de toutes les composantes de la société libanaise pour prendre une décision. Voilà, c'est pour cela aussi une des raisons pourquoi on traîne dans nos réformes, parce que il faut rassembler tout le monde pour arriver à une solution qui sera acceptée par tout le monde, une sens de cooptation. Et quand même, c'est unique, cela est unique dans le monde où on vit, dans le monde arabe. Cela étant dit, cette pratique est enregistrée dans un contexte régional néfaste. Après 30 ans, parce que ça favorise l'approche ethno-religieuse de l'État-nation. Et donc, mais les dérives de notre système liées à ces contextes, malheureusement, aujourd'hui, là où c'était un vecteur de force, aujourd'hui, ça commence à être un vecteur de faiblesse. Ça ne peut pas perdurer. Il faut transverser à une autre, peut-être à une troisième république, au Liban, et pour pouvoir continuer dans notre acquis historique et pouvoir le gérer à mieux. Et donc réformer ces systèmes, préserver les particularités de notre pays et sortir de la définition classique de l'État-nation au sens historique, par exemple un peuple, une religion, une langue.
Voilà. Merci beaucoup. Enfin, le Liban, donc ancienne Suisse du Moyen-Orient, pouvait compter sur son aura internationale. Dans quelle mesure cette spécificité libanaise est-elle toujours d'actualité? Oui, j'entends partout se dire que vous étiez la Suisse du Moyen-Orient et regardez aujourd'hui où est-ce que vous êtes. Je dirais toujours on est là, toujours c'est un pays rayonnant à travers sa jeunesse aujourd'hui, à travers ses forces vives de sa société, à travers son background historique, culturel, à travers ces universités très réputées, à travers ses hôpitaux, à travers son tourisme. Et donc, il y a beaucoup des atouts que ce petit pays compte et qui font qu'il demeure toujours quelque part cette Suisse du Moyen-Orient, mais dans un sens plus holistique, plus large. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va donner la possibilité aux personnes qui nous regardent de vous poser leurs questions. Alors, je laisse la parole à Margot pour donner la parole aux spectateurs. Merci. Du coup, j'invite les spectateurs à lever la main pour poser leurs questions. Voilà, donc comme le disait Adi, si vous souhaitez poser une question à Monsieur l'ambassadeur, vous levez la main et ensuite on essaiera de distribuer la parole pour que tout le monde puisse parler. Paul, vas-y, je t'en prie. Merci. Alors, bonsoir Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question par rapport aux résultats ou aux impacts futurs du résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et ma question, c'est pensez-vous que l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis va redistribuer les cartes au Moyen-Orient? Et pensez-vous aussi que cette nouvelle administration peut jouer un rôle stabilisateur dans la région? Au contraire, est-ce que la présidence Joe Biden, vu la présence vraisemblante de néoconservateurs au sein de cette administration, va-t-elle conduire à une politique interventionniste des USA au Moyen-Orient? Merci. Merci, Monsieur Paul. Je pense que la victoire de Joe Biden, malgré le fait que le président actuel est en train de contester les votes, donc qui sera définitif à la mi-décembre, est un développement important pour la région et pour le monde. D'ailleurs, M. Joe Biden a dit qu'il va revenir le jour qu'il va assumer son poste à l'accord de Paris. Et donc, ça, c'est très important parce que, par exemple, à l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert. Donc, ce pacte vert ne peut être mis en place, à mon avis, si le pacte de Paris, l'accord de Paris n'aura pas sa plénitude dans cette structure institutionnelle. Pour cela, le rôle de Joe Biden sera très important. Est-ce que ça va changer les cartes? Oui, au Moyen-Orient. Je pense que oui et non. Oui, dans un sens où Joe Biden va essayer, comme on a dit avant, de mettre en place un arrangement dans le cadre de l'accord nucléaire iranien. Il l'a dit. Donc le JCPOA sera un de ses premières actions diplomatiques dans la région. S'ils arrivent à réintégrer, les États-Unis, réintégrer cet accord diplomatique et le renégocier dans son état actuel et ensuite pouvoir apaiser les tensions des autres États du Golfe, des États arabes par rapport à ce que votre collègue a dit des influences dans la région, cela va avoir un rôle important.
le processus de paix au Moyen-Orient. Comme vous savez, l'administration américaine a eu un plan de paix pour le Moyen-Orient. Est-ce que M. Biden va revisiter ce plan? Le plan de M. Trump a été mis en place sans aucune participation palestinienne. Donc, l'État palestinien, l'autorité palestinienne n'a pas participé dans la mise en œuvre de ce plan. Peut-être que maintenant, M. Biden voudrait réintégrer un petit peu quelque part le rôle palestinien ou bien dialoguer avec le Palestinien. Mais il y a sûrement des actions qui ne pourront pas, à mon sens, revenir en arrière, mais qui sont nécessaires quand même. Voilà, donc vous m'avez posé aussi une troisième question dans ce cadre, pardon. Oui, c'est une question par rapport à la présence vraisemblante de néoconservateurs au sein de l'administration Joe Biden. Et connaissant un peu l'idéologie qui sous-tend ces individus, est-ce que cela pourrait avoir un effet négatif sur le Moyen-Orient par l'intermédiaire d'une politique palestinienne plus interventionniste dans la région? Ok. On parle, ça dépend des jeux de force au sein du Sénat et du Congrès, parce que comme vous savez, il y a 2 postes encore au Sénat qui sont au ballottage. Je ne sais pas si les démocrates ont la majorité absolue au Congrès. Cela va faire en sorte que M. Biden devra coopérer avec les républicains et donc des néoconservateurs, donc qui auront leur influence quelque part dans sa politique. Est-ce que cela va se répandre dans sa politique étrangère? Je ne sais pas, mais sûrement ça va avoir un certain poids lors que des résolutions sont prises, que ce soit au Congrès ou au Sénat. Donc, quel effet cela va avoir dans la région reste à voir. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à cela. Très bien, merci. Merci. Du coup, Attila, si tu veux poser ta question, vas-y. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous aviez rappelé l'importance pour un diplomate de comprendre la culture du pays dans lequel il travaillait. Pensez-vous qu'il faille parler la langue du pays où vous êtes en poste? Merci. Attila, Madame Attila. Je pense que c'est une question très importante. Il sera de mieux de pouvoir parler la langue du pays, effectivement. Donc, dans les pays où j'ai appris la langue, cela a facilité énormément mon travail. À contrario, dans le pays où je n'ai pas appris la langue par manque du temps ou manque de volonté peut-être, cela m'a prévenu de pouvoir s'immiscer plus dans la société locale et de comprendre les vraies traditions, les vraies idées qui peuvent être construites dans une société dans la base et aller vers le haut quelque part. Donc c'est très important. Comprendre les émissions télévisées, par exemple, dans la langue locale, les nouvelles locales, c'est très important de connaître une langue, absolument. Je trouve que c'est une condition vraiment très essentielle, mais qui n'est pas adaptable dans tous les cas de figure, parce qu'on ne peut pas avoir le temps aussi voilà, on est jeté parfois dans un pays et on n'a que 2-3 ans pour remplir une fonction. C'est très difficile d'apprendre donc la langue de ce pays. Je vais donner la parole à Étienne maintenant. On ne t'entend pas, Étienne. On n'entend pas ce que tu dis. Enfin, je ne sais pas si tu es en train de parler ou pas, mais on n'entend pas. Bon, c'est pas grave, on va passer à une question suivante. Donc, Michel. Allez-y.
l'ambassadeur. Voilà. Vous m'entendez? Petite question concernant le système communautaire au Liban. J'aimerais savoir, selon vous, si celui-ci est plus ou moins condamné à moyen terme, long terme, sachant que le président Michel Aoun avait déjà évoqué la possibilité d'en mettre fin prochainement. Merci. Merci, Monsieur Michel. En fait, je ne sais pas, mais absolument, vous avez raison. Monsieur le Président de la République et aussi Monsieur le Président de la Chambre ont émis leur opinion que ce système, qu'on doit aller vers un système laïque. Déjà, dans pas mal des législations, le Liban est un pays laïque. Cependant, le confessionnalisme aussi est bien présent. Et aujourd'hui, c'est clair que quelque part, il y a des obstacles, que ce confessionnalisme nous pose des obstacles. D'ailleurs, c'était l'idée de M. Macron, Monsieur le Président français, qui a parlé d'un nouveau pacte, un pacte nouveau. Et là, la question de laïcité, du confessionnalisme serait mise sur la table. Donc, c'est une possibilité. Cependant, il y a des acteurs qui veulent préserver aussi le cachet multiculturel, multi-ethnique, multi-religieux de notre pays. Donc, voilà, il y a tous ces facteurs pour mettre en place afin d'arriver à un système, à ce cadre nouveau, comme M. Macron et comme le président de la République l'a dit. Maxime, vas-y, tu peux poser ta question. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. C'est déjà un honneur de pouvoir assister à une conférence où vous intervenez, donc je tiens à vous remercier pour votre intervention. Alors, ma question portait sur la difficulté actuelle, en fait, l'aspect multisectoriel de la crise que traverse le Liban actuellement, donc entre les révoltes sociales, la crise du confessionnalisme, la crise économique et de la dette, avec une dette à plus de 170%, les dangers géopolitiques, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une porte de sortie pour le Liban pour essayer de surmonter toutes ces crises simultanées où il y a des risques que le Liban soit condamné à s'enliser dans au moins une de ces crises jusqu'à ce que une révolution, que ce soit littéralement ou philosophiquement, se mette en place pour vraiment changer la donne et sortir le pays du marasme actuel. Merci beaucoup, Monsieur Maxime, et bonjour. L'honneur est tout le mien et le plaisir est tout le mien de pouvoir assister à cette conférence, être présent avec vous. En fait, absolument, c'est ce qu'on parle toujours avec mes interlocuteurs au sein de l'Union européenne, c'est cette crise pluridimensionnelle, plurisectorielle qui règne au Liban. Et donc, ça vous démontre un petit peu comment un si petit pays arrive jusqu'à maintenant à surmonter ces défis et arrive à survivre. Et nous, on s'efforce à vouloir laisser ce pays, à préserver ce pays et le laisser en vie. Et c'est pour cela le rôle de l'Union européenne dans ce sens et ses États membres est primordial. Et donc, d'où vient l'engagement de la France, l'engagement du président de la République française et son appareil administratif et diplomatique pour aider le Liban. Dans ce sens-là aussi, pour la sortie de ces crises, la France a mis une feuille de route très claire. Et à la base de cette feuille de route, c'est une voie de sortie
pour aller et proposer des idées nouvelles, pour proposer des réformes, pour proposer une vie meilleure à sa population, aussi un engagement positif du Liban dans la région, donc mettre en place l'académie de dialogue. Et aussi, les Allemands ont proposé une feuille de route qui associerait la société civile dans ce cadre-là. Donc, il y a des portes de sortie, mais c'est surtout aussi la situation régionale, comme je dis au début de mon intervention. Donc, si la situation régionale, si on va être soumis à ce qu'on appelle la pression maximale, et donc plus de sanctions, plus de contraintes économiques de l'extérieur, comment voulez-vous qu'on puisse sortir? Donc, à contrario, si moins de pression, plus d'apaisement, plus de compromis au niveau régional, cela va avoir un effet, à mon avis, sur la scène locale libanaise. Très bien, merci beaucoup. Du coup, Louis, tu peux poser ta question. Oui. Alors, bonsoir Monsieur l'Ambassadeur. Donc, premièrement, merci de votre présence. J'aimerais vous poser une question qui porte plutôt sur l'exercice des métiers de la diplomatie en 2020 à l'aune de la révolution numérique et de la communication. Internet et les réseaux sociaux permettent de communiquer de façon plus instantanée, tandis que les réseaux sociaux et les médias de masse rendent l'information plus abondante. Pour un ambassadeur, pour qui la fiabilité et la quantité d'informations disponibles est très importante, est-ce que cette révolution, qui rend les informations beaucoup plus nombreuses, mais aussi plus instantanées, et donc plus soumises à la dictature des émotions, est-ce que c'est une opportunité ou une faiblesse pour un ambassadeur? Merci, Monsieur Louis. En fait, ça constitue une faiblesse, une opportunité en même temps. Une faiblesse dans un sens où, comme on a dit auparavant, il y a un afflux d'informations, un afflux de nouvelles d'ici et de là, et donc il faut pouvoir être à même de dénicher la bonne information, pouvoir de la mauvaise et la mettre dans un contexte, construire une tendance, l'approche qui se veut utile pour générer une compréhension de la situation qui se passe et comment pouvoir usufruer de cette situation. Donc là, ce défi peut se transformer en une opportunité. En 2020, la révolution numérique est très importante. Je pense par exemple à beaucoup des défis auxquels se trouvent nos sociétés, auxquels nous, on peut travailler ensemble. Par exemple, le défi de la digitalisation. Et donc, ça a été repris aussi comme un des pôles importants par l'Union européenne. La monnaie digitale, par exemple, pour pouvoir diminuer les frais financiers, pour pouvoir exposer au plus grand nombre des citoyens à pouvoir opérer dans les marchés financiers pour des pays comme nous au Liban, où le président de la Banque centrale a proposé une monnaie digitale, par exemple, dans ce sens-là. Donc, cela va nous prémunir de la perte de la valeur de pouvoir d'achat, etc. Donc, il y a beaucoup d'axes qui sont envisageables dans ce cadre de la digitalisation. Je donne la parole à Salomé maintenant. Donc, bonsoir, Monsieur l'Ambassadeur. Les manifestations actuelles au Liban appellent à un renouvellement de la scène politique libanaise qui est jugée comme corrompue. Pensez-vous que le Liban doive se diriger vers un tel renouvellement? Oui, je le pense. Je pense que
notre société, avec une jeunesse très bien instruite, très bien orientée, qui a pris la connaissance des choses, qui est bien ancrée dans son environnement local et international, je pense qu'il est temps que cette jeunesse, que notre jeunesse joue le rôle. Les capacités humaines libanaises n'en manquent pas. Et donc, dans ce cadre-là, ça serait de mise un renouvellement de la société politique libanaise, et ça va pouvoir contribuer à diminuer la mauvaise gouvernance, disons, la corruption, pouvoir mettre en valeur les vraies valeurs, mettre en place les vraies valeurs de la société moderne et libanaise. Et ça sera aussi un exemple pour d'autres pays arabes. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Par exemple, il y a l'Égypte qui est en train d'essayer d'aller vers de l'avant dans ce cadre-là, la Tunisie, l'Algérie. Donc, nous aussi, on essaie de voir un chemin, ou bien on essaie de voir une part dans ce chemin-là. Et je trouve que par la nature de choses, ça va arriver. Et donc maintenant, je donne la parole à Laura. Merci. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci tout d'abord pour votre intervention et votre temps, surtout. Ma question est un petit peu plus personnelle pour le coup. Je me demandais pourquoi avez-vous décidé de devenir ambassadeur? Pourquoi cette voie-là en particulier? Et quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui serait également intéressé par cette voie? Merci. Merci, mademoiselle Laura. En fait, pour moi, personnellement, c'était une vocation. Ce sont des métiers où on sent qu'on est voué à cela. Et donc, du coup, je pensais qu'être diplomate, ça allait bien avec ma personnalité, et ça allait avec ma volonté de vouloir réformer quelque part mon administration, réformer quelque part une mode de pensée, apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne les libertés publiques, renforcer le rôle de la liberté d'expression dans mon pays, étendre la vision. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié mon parcours en France, et donc dans les instituts français où j'ai été. Je vous salue pour votre présence à Sciences Po. Je pense que c'est un grand institut, que c'est une grande opportunité qui s'ouvre à vous, et avec d'énormes possibilités. Donc maintenant, j'ai reçu la question d'Étienne tout à l'heure qui n'a pas pu prendre la parole, donc je vais me faire porte-parole de sa question. Donc la question c'était, l'histoire a montré que le conflit israélo-palestinien est une problématique majeure pour la sécurité du Liban. Et les relations sont aujourd'hui encore assez tendues. Que pensez-vous donc de la question israélo-palestinienne, si ce n'est pas trop large comme question? Et quelle est la place du Liban sur ce sujet? Merci. En fait, c'est une très bonne question. Ça va dans l'essence même du Liban, du parcours du Liban pendant depuis sa création, et puis depuis la sortie du pays mandataire en 1943. Donc, depuis ce qu'on appelle, nous, le Nakba, ce qu'ils appellent chez eux la création de l'État d'Israël. Nous, dans la première guerre, en 1948, on n'a pas participé dans les hostilités. Cependant, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un afflux massif de réfugiés palestiniens. Donc, et à un certain point, ils sont nombrés à 500 000 réfugiés. Et le Liban, c'est un pays de refuge. Donc, comme on a accepté avant les réfugiés arméniens, on a accepté les réfugiés palestiniens, ensuite les réfugiés irakiens, les réfugiés syriens. Donc c'est un pays d'accueil de réfugiés. Cependant, cela a été malheureusement
a eu aussi des conséquences néfastes sur le pays, et donc on est rentré dans un certain aspect de guerre civile. Aussi, les camps palestiniens, malheureusement, on n'a pas pu porter l'aide nécessaire aux camps palestiniens, on n'a pas pu soulever le niveau de vie des Palestiniens dans ces camps, et il y a eu la guerre civile où aussi les organisations palestiniennes ont joué un rôle, ont été des acteurs de cette guerre civile, ce qui a mené aussi Israël à rentrer au Liban, à envahir le Liban à plusieurs reprises. Et donc, c'est une histoire très sombre de mon pays et qui jusqu'à aujourd'hui, qui souffre encore. On a toujours ces camps palestiniens présents, on a toujours les armes non légales dans les camps palestiniens, on a toujours les souffrances des Palestiniens qui n'ont pas pu retourner à leur pays, leur progéniture présente, des Palestiniens qui essayent de s'échapper de leurs conditions à l'intérieur du Liban ou à l'extérieur. Un processus de paix qu'on a entrepris à Beyrouth en l'an 2000, mais jusqu'à aujourd'hui, qui a eu une fin de non-recevoir de la part israélienne. Oui, il y a eu de normalisation avec quelques pays arabes, mais le processus de paix, ça concerne tous les pays arabes, ça concerne le cas de la Palestine et des Palestiniens dans le monde. Donc oui, c'est très présent, ça a été dans notre passé, mais ça construit aussi une certaine partie de notre actuel et de notre futur. Et donc, pour la dernière question, je vais laisser la parole à Gianni. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre présentation très intéressante. J'ai juste une question sur votre travail. Je voulais savoir qu'est-ce qui constitue une ambassade, quels sont les services qui travaillent à vos côtés et les métiers qui travaillent à vos côtés dans l'ambassade libanaise. D'accord. Donc, vous savez, la dimension d'une ambassade dépend, du pays accréditeur, du pays accrédité, dans un sens où plus grand est le pays accréditeur, plus grande est l'ambassade, plus grands sont ses services, et aussi plus important est les pays auxquels nous sommes accrédités, dans un sens où plus important, ça veut dire aussi plus de relations bilatérales, plus son importance dans le monde. Par exemple, un pays membre du P5 aux Nations Unies, plus l'ambassade est grande. Ici à Bruxelles, c'est une ambassade, nous c'est un petit pays, le Liban, donc, mais quand même notre ambassade est d'une ambassade de dimension moyenne, où elle est partagée entre une mission auprès de l'Union européenne et une ambassade auprès de l'État belge et du Luxembourg, de la Duché du Luxembourg. Et aussi, on suit le travail de l'OTAN, bien que le Liban ne soit pas membre dans cette organisation. Donc là, on a par exemple des services divers. On a un service au sein de notre suivi de partenariat avec l'Union européenne. On a un service qui suit le travail de la politique extérieure de l'Union européenne, donc le service d'action extérieure. On a une autre dimension, la Commission européenne. Toutes les commissions européennes sont rassemblées dans un portefeuille chez nous où on suit le partenariat, les priorités entre nous et l'Union européenne, les idées émises, les résolutions émises par l'Union européenne qui nous touchent. Aussi, un troisième axe dans cela est une institution très importante qui est le Parlement européen, parce qu'aussi le Parlement européen est la maison mère de la démocratie à l'Union européenne, où les résolutions importantes sont émises, que ce soit politique, que ce soit budgétaire, financière, donc qui ont une incidence sur nous et sur vous.
Ça, c'est d'un côté. On a une autre section donc, qui concerne la Belgique, une section de suivi politique et aussi une section consulaire parce qu'on a une communauté quand même, pas aussi grande qu'en France, mais une communauté libanaise très bien présente en Belgique et ancienne, et donc qui nécessite un suivi consulaire. Aussi, on a une section économique qui est bien enracinée déjà et qui essaye de trouver des partenariats pour les Libans, que ce soit avec l'Union européenne ou avec la Belgique, le Luxembourg. Voilà, services administratifs, financiers, services de presse, etc. Logistique. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions des étudiants et du public en général. Donc, je vais laisser la parole à Adi et Salomé pour conclure. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors on tient vraiment à vous remercier pour votre temps que vous nous avez accordé et notamment pour votre éclairage sur les métiers d'ambassadeur, sur les mouvements géopolitiques au Moyen-Orient et aussi sur la crise libanaise et notamment sur l'idée du Liban qui reste un pays message, un pays qui a une ambition internationale malgré sa petite taille. Et du coup, oui, très bien, merci beaucoup pour votre présence et pour cette conférence. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite tous les succès possibles dans vos études et dans vos carrières futures. Et je suis sûr qu'entre vous, je trouverai un jour des collègues avec qui on pourrait s'entretenir aussi plus profondément. Je suis à votre disposition et service. Merci beaucoup pour cette opportunité aussi.